Bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue, bienvenue dans ce webinaire. Moi je suis Antoine, je fais partie de l'équipe Green Tech Innovation, qui organise ce webinaire. On est une équipe qui travaille au sein du ministère de la Transition écologique. Donc ce webinaire IA et transition écologique, en petite introduction, je vais vous présenter un petit peu le programme et puis les intervenants. Euh, de manière que ce soit un petit peu clair pour tout le monde. Et donc sur ce programme, donc on va avoir une première introduction à l'intelligence artificielle par Arthur Filoche, donc qui est doctorant à la Sorbonne Université et qui est aussi consultant auprès de l'Ecolab. Ensuite, on va avoir une présentation de la politique IA et de la transition écologique au sein de l'État. Donc ça, c'est une présentation qui va être faite par Marc Lobé, donc, qui est directeur de projet IA et transition écologique de l'Ecolab. Et ensuite, on va avoir notre témoignage de ce lien IA et transition écologique par l'entreprise, donc Keros. Un petit témoignage qui sera fait avec Julien Camus et Claire Monfils, donc qui travaillent au sein de Keros. À la suite de ça, on va avoir un petit moment d'échange, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat que vous avez. Petit moment d'échange, donc voilà, qui devrait faire une vingtaine de minutes. Et puis à la fin, on terminera par voir un petit peu si vous voulez rentrer en contact avec les intervenants. On vous expliquera un petit peu comment ça va fonctionner. Et donc là, je vais laisser la parole à Arthur. Arthur, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Antoine pour l'introduction. Donc je vais faire une petite présentation assez vulgaire sur l'intelligence artificielle. Je m'excuse auprès des gens que ça va ennuyer. C'est vraiment pour tout public. Donc, qu'appelle-t-on intelligence artificielle? Donc d'abord une définition assez simple. Ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains. Donc on comprend assez facilement ce que ça veut dire, mais quand on entend intelligence artificielle, on pense souvent aux sciences cognitives ou aux sciences sociales. Alors c'est vrai qu'il y a des intersections entre ces domaines, mais quand on en parle dans un cadre plus opérationnel, on parle surtout de mathématiques et d'informatique. Donc initialement, on a eu beaucoup d'intelligence artificielle de recherche autour des systèmes experts, donc qui sont des systèmes à base de règles. Un assez connu et amusant, c'est le génie Akinator qui devine à quoi vous pensez. Donc voilà, c'est vraiment des règles écrites. Mais plus récemment, avec donc la mini-révolution des sciences des données, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle en fait plutôt d'apprentissage machine ou machine learning en anglais, qui est un domaine très proche des statistiques et qui a pas mal d'intersections avec les sciences des données, l'optimisation. Alors, qu'est-ce qui a permis l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui? Donc, c'est trois gros facteurs, même il y en a sûrement plus, mais c'est d'abord la disponibilité des données. Donc, aujourd'hui, vous avez des capteurs partout, vraiment une disponibilité de données accrue avec les nouvelles technologies, entre autres. Mais aussi donc la capacité de traiter ces données, donc que ce soit en termes de puissance de calcul ou sur le point algorithmique. Donc, on a maintenant des algorithmes pour traiter tout type de données et des puissances de calcul extraordinaires. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'intelligence artificielle? Donc, de manière terre à terre, c'est simplement valoriser des données. Donc, tout type de données, hein, ça peut être des images, du texte, des graphiques, des graphes. Et donc, valoriser ces données, ça veut dire, en général, automatiser des procédés qui pourraient être faits par des êtres humains ou donner des nouvelles informations qui peuvent être utiles à à la prise de décision. Néanmoins, même si on entend beaucoup d'histoires intéressantes autour de l'intelligence artificielle, j'aime bien cette phrase d'un chercheur connu. Cette phrase date d'il n'y a pas longtemps, donc elle est encore d'actualité. C'est l'intelligence artificielle n'est même pas au niveau du cerveau d'un rat. Donc, même si quand vous entendez cette intelligence artificielle a fait ci ou fait ça, il faut plutôt le prendre comme cet algorithme a traité ces données-là et voilà le résultat. Donc, on n'a pas d'intelligence artificielle
au sens science-fiction du terme. Alors maintenant, donc, un petit exemple d'automatisation de procédé, ça peut être la lecture d'un document. Donc, si on veut faire ça de manière automatique, on peut avoir recours à des méthodes de traitement d'image, suivi des traitements de la langue naturelle, et sortir un peu ce qu'on veut. Un autre exemple d'aide à la prise de décision, ça peut être la prévision d'indicateurs, donc l'évolution de variables dans le temps, ou éventuellement de la détection d'anomalies, donc avec une dimension temporelle ou non. Donc ça, c'est des méthodes qu'on sait employer et qui sont employées et qui sont décrites comme des méthodes d'intelligence artificielle. Maintenant, un point de vue plus projet. Donc, évidemment, il y a un aspect mathématique dans tous ces projets d'intelligence artificielle, mais ça reste avant tout quand même un projet informatique et encore avant un projet, donc l'expertise métier est vraiment très importante. Donc on peut faire plein de belles choses avec les algorithmes et des données, donc faire des traitements très intéressants, mais l'expertise métier, et j'aime appuyer sur ce point, reste pour moi le plus important. Et donc, comme tout projet informatique, ça peut se gérer de différentes manières, mais on parle en général de méthodologie itérative pour les projets de sciences des données ou agile éventuellement. Et donc, ce que je disais, c'est est-ce qu'on n'a pas forcément besoin d'intelligence artificielle. On peut traiter des données, faire des trucs très intéressants, mais si on ne répond pas à un besoin, et ça, c'est vraiment l'expert métier qui sera capable de nous le dire. Donc, beaucoup de projets ne passent pas le stade de POC, malheureusement. Et donc, je pense que c'est important de bien partir d'un besoin, de repérer les données qui peuvent être intéressantes et éventuellement faire évoluer ce besoin-là en conséquence des données disponibles. Ensuite, traiter ces données et enfin évaluer ces traitements de données-là. Alors, ces traitements, ça s'évalue avec le besoin. Donc, est-ce que la chaîne de traitement qu'on a designée répond bien aux besoins et enfin, éventuellement, déploiement. Donc c'est un graphique pas très compliqué. Je voulais juste, voilà, donc ça peut s'appliquer à n'importe quel projet de traitement de données sans forcément qu'il y ait d'intelligence artificielle au sens modélisation, apprentissage machine. Maintenant, la différence en incluant du machine learning dans un projet, ce sera simplement au niveau du traitement des données, où là, on va avoir une petite brique supplémentaire donc de modélisation d'apprentissage machine. Et en fait, cette brique, elle peut avoir des répercussions sur pas mal d'autres briques, donc éventuellement la définition du besoin et l'évaluation. Donc ça reste un projet de data science un petit peu amélioré, mais on peut mettre la conclusion, c'est qu'on peut mettre en valeur des données sans forcément faire d'intelligence artificielle. Merci. Je reprends la main un petit peu. Merci beaucoup Arthur. J'en profite si vous avez la moindre question à nos intervenants, n'hésitez pas à les poser dans le chat, nous on va les recueillir et donc on leur posera tout ça à la fin. Je vais laisser la parole à Marc Lové. Et Arthur, si je veux que tu enlèves ton partage d'écran, s'il te plaît. Top. Ah non, tu as encore ton... Lance le partage d'écran. Top. Alors, donc moi je suis le référent intelligence artificielle du pôle ministériel. Donc on est en train de terminer la feuille de route IA pour nos ministères et je ne vais pas vous la présenter parce que c'est très orienté sur plein de choses et je vous donne le périmètre pour vous dire à quoi on s'intéresse nous en ce moment. Le ministère, c'est un certain nombre de directions générales qui s'occupent de toutes les missions liées à la transition écologique. Donc, on a nos directions régionales, les directions départementales, nos établissements publics
je les ai pas tous mis, il y en a une vingtaine. Et puis les collectivités et enfin les entreprises. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que l'État organise pour l'IA et en particulier comment on peut essayer de mobiliser cet investissement de l'État dans le cadre de vos actions à vous, entreprises de la Green Tech Innovation. Alors, donc nous, on a les besoins, vous avez les bonnes idées, mais c'est l'État qui a les budgets. Et donc, le fil rouge de mon intervention, c'est comment permettre d'avoir accès aux différents budgets mis en place par les investissements d'avenir dans le cadre d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle dotée de, au départ, 1,5 milliard, on a fait la moitié, donc il reste 750 millions d'euros à louer à un certain nombre de projets. Et on a aussi quelques centaines de millions d'euros, ça dépasse un tout petit peu l'entendement, je l'avoue, vers des actions du plan de relance, vers financer des entreprises. Oui. Pardon, je te coupe. Oui. Je crois qu'on voit pas ton partage d'écran. Comment ça, vous voyez pas mon partage d'écran? Non, pas encore. Ça doit aller. Moi, je le partage d'après mon info. Prends la main, s'il te plaît, Antoine. Écoute, nous là, on le voit pas encore. Je crois qu'on peut partager. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est bien sur Ça marchait lors de la répétition, et évidemment, ça marche plus au moment où... C'est tout le temps comme ça. Sur ton bouton, du coup, en bas, partagez votre écran. Moi, je partage d'après la... Je recommence. Du coup, tu partages... Allez, ouais, on relance. tu partages ton bon écran. Comme si je ne l'avais jamais fait. Ça vient? Tac, tac, tac. Pas encore. Prends la main, on va pas... Est-ce que tu es sur la... Ouais, attends, on va faire quelque chose. Hop. Je vais te le partager. Tu peux continuer si tu veux. Pardon pour ce petit contretemps. Tac, tac, tac. C'est bon? Non, pas encore. Attends, ça arrive. Alors, je vais quand même continuer ma présentation. Ouais, vas-y. Donc, en fait, on a un certain nombre de choses qui sont selon un certain nombre de domaines. Donc, celle que j'ai préféré vous présenter, on a un axe dans la feuille de route du pôle ministériel pour soutenir les entreprises et les chercheurs. Et donc, l'exemple qu'on a, c'est ce qu'on a appelé le Green Data for Health, c'est-à-dire faire un espace commun de données avec les données de l'environnement ayant un lien avec la santé. Donc, c'est typiquement toutes les pollutions de l'air, du sol, de l'eau, etc., qu'on travaille à mettre sous une forme interopérable et accessible, y compris pour des données qui ne seraient pas complètement en open data, pour des chercheurs et les entreprises sous un certain nombre de conditions. Mais ça, on est en train de le regarder. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est de faire un annuaire composite des entreprises, et en particulier des startups qui travaillent en intelligence artificielle. On avait fait un premier essai avec l'équipe de Green Tech Innovation sur les startups labellisées qui travaillent en intelligence artificielle, dans le but de les valoriser dans les discussions que je peux avoir, par exemple, dans le cadre de la stratégie nationale en interministériel. Et on a ainsi un annuaire de BPI France, un annuaire de la Direction générale des entreprises au ministère des Finances, et le nôtre, l'idée étant de pouvoir faire un pool d'entreprises utilisant l'intelligence artificielle pour les valoriser, pour les mettre en avant dans un certain nombre de communications, étant donné que la mode est quand même beaucoup à pousser l'intelligence artificielle. Donc c'est un appel
à ce que vous puissiez informer les collègues de la Green Tech Innovation de ce que vous faites en IA, avec, si possible, le type d'IA que vous utilisez. Enfin, ça m'intéresse de savoir un peu quelles sont les ressources, parce que nous allons lancer un appel à projet métier, mais sur l'IA, donc dans les métiers de la transition écologique utilisant l'IA. Et si au lieu de faire travailler un prestataire qui sera un des grands SS2I, si on peut faire travailler une entreprise qui a déjà une réponse aux besoins que nous avons, je préfère nettement financer une entreprise existante plutôt que financer des développeurs en pool. Donc ça, c'est plutôt acheter, comment dirais-je, utiliser la puissance d'achat de la puissance publique plutôt que sa puissance à financer des développeurs dans des grands groupes. Voilà. Sur la suivante, je ne sais pas du tout si vous avez enfin les diapos. On a tout un axe à propos des territoires. Donc, il y a ce qu'on appelle les stratégies d'accélération d'intelligence artificielle, mais aussi sur la ville durable, mais aussi sur en gros l'énergie. Par exemple, la stratégie d'accélération intelligence artificielle, la stratégie d'accélération ville durable, elle a environ 500 millions d'euros. Et il y a une fraction de ce financement qui va pouvoir être mobilisée premièrement lors d'un appel à manifestation d'intérêt à venir avant l'été, j'espère, pour trouver les entreprises investissant justement dans le domaine de l'appui aux collectivités avec de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est que nous, État, on sache ce qui existe. Et puis, il y aura une deuxième étape qui sera de monter des démonstrateurs en mettant en relation une collectivité ayant un besoin et une entreprise ayant une réponse à son besoin, de façon à, premièrement, montrer l'effectivité de l'adéquation besoin-ressources et d'autre part, aider à trouver le marché. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est en relation avec la direction générale des entreprises. Et là encore, on a des budgets qui sont d'environ 5 millions d'euros par démonstrateur. Donc il y a une façon de mettre un peu le pied à l'étrier, d'une part des entreprises compétentes, mais aussi des collectivités qui, pour l'instant, d'après nos inventaires, n'ont pas engagé réellement de projet. Et donc, on a comme facilitateur le programme d'investissement d'avenir, donc les fameux centaines de millions dont je vous annonce de façon très très sereine qu'elles sont à votre disposition. Bon, ça va pas être aussi facile que ça, je le crains, mais c'est quand même l'idée. Et enfin, dans la stratégie du ministère des Finances, il y a ce qu'on appelle les challenges IA, pour faire le lien entre collectivités et entreprises. Dans les diapos qu'on vous diffusera, il y a les URL, vous pourrez trouver un peu ce que c'est. Là encore, c'est du soutien à des entreprises et à des collectivités. D'habitude, le schéma, c'est 30% du coût du projet est à la charge de l'entreprise, 30% aux collectivités et le reste à la charge de l'État. Et vous aurez dans les diapos les appels à la page Internet où sont recensés tous les appels à projets du programme d'investissement d'avenir. Et j'en ai mis ensuite quelques pages. On a en ce moment, c'était hier, des éléments sur les systèmes énergétiques, villes et territoires durables, d'économie circulaire, bioéconomie et protection de l'environnement, diverses solutions d'économie circulaire sur le textile, un autre sur le développement de la compétitivité de la filière méthanisation, transport et mobilité durable, et puis la French Tech accélération. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a réussi à faire dans le courant de l'année dernière, c'est de mettre en avant le domaine de la transition écologique au sens très large dans les financements du programme d'investissement d'avenir, c'est-à-dire d'orienter une partie de ces flux financiers assez gigantesques vers nos sujets, ce qui va ouvrir la porte aux entreprises de la Green Tech Innovation à des opportunités de soutien par BPI France principalement,
mais aussi de valorisation de l'énorme machine qu'est la Direction générale des entreprises et dont le métier principal est vraiment d'aider des entreprises, alors de toute taille, il n'y a pas que les startups, mais aussi les startups. Donc, et je pense que le fait qu'on puisse s'appuyer sur des écosystèmes aussi puissants que BPI France et la Direction générale des entreprises est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour la transition écologique. Merci. Je reprends la main. Tac. Merci, merci beaucoup Marc. Désolé pour ce petit contretemps de présentation et du coup Marc, j'ai bien pu présenter, montrer ta présentation pour que tout le monde soit au clair. On va vous remettre tous les liens dans le chat et puis dans la présentation qu'on pourra vous retransmettre par la suite. Comme ça, vous aurez bien tous les liens et vous serez bien tous au courant de ce qui se passe côté État et ministère. Maintenant, je laisse la place à Julien et pour Kairos. Bonjour à tous, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, super. Parfait. Donc, Julien Camus, je suis directeur administratif de Kairos et j'interviens avec Claire, mon fils, qui est une de nos product managers et qui m'aidera surtout dans des questions-réponses. Donc, on va vous présenter l'application directe de l'intelligence artificielle telle qu'on la vit chez Kairos à travers différents cas d'usage. Donc, tout d'abord, au sujet de Kairos, créé en 2016, sur le constat que la plus grande partie des données qui étaient déjà disponibles dans le secteur de l'énergie étaient complètement sous-utilisées et que la croissance de ces données était exponentielle. Et donc, à un moment où les coûts de stockage et les coûts de traitement étaient de plus en plus accessibles, il a paru évident aux fondateurs de Kairos que la science, et en particulier les mathématiques, tel que ça a été dit un peu plus tôt d'ailleurs, devait permettre de fournir une information plus précise, plus fréquente, donc presque en temps réel, voire de nouvelles informations pour des régions du monde où il n'y en avait pas, sur l'énergie, sur la consommation, la production, le stockage par exemple. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle au sens large, c'est des technologies, des algorithmes sur une plateforme Kairos qui est à l'intersection de données satellites beaucoup, de géolocalisation, des données des réseaux sociaux, des données de capteurs au sol, des données qui viennent d'Internet, ce qui nous permet donc de fournir en temps réel des informations jusque-là inédites. Donc les technos, elles ont été évoquées, c'est du NLP, mais des technos aussi spécifiques aux données satellites comme la reconstruction 3D, l'hyperpixelisation, bien sûr du machine learning. On aura l'occasion de l'évoquer dans différents cas d'usage ou pendant les questions-réponses. Donc ce que vous devez, je pense, retenir, c'est que pour nous, l'intelligence artificielle, c'est bien le côté apprentissage qui est important parce que la plateforme Kairos qui a été développée depuis 2016, sa particularité est de traiter des quantités gigantesques de données, vous aurez quelques chiffres à la fin, très rapidement, et d'être capable d'en ingérer et de les fusionner entre elles, donc des données de typologie extrêmement différentes. Donc là, on a vraiment un travail qui, humainement, pour beaucoup, c'était des travaux qu'on savait déjà faire mathématiquement avec l'aide d'ordinateur, mais la grande différence, c'est qu'on les fait automatiquement et à très très grande échelle, un peu partout dans le monde. Donc les nombres de cas d'application sont très importants. Ce que j'ai choisi de vous montrer là pour commencer, je pense que ce qui va vous intéresser, c'est le côté outil de mesure tiers de confiance, fiable, de tous les paramètres en fait du secteur de l'énergie. Donc aujourd'hui, on couvre l'atome de carbone, la vie de l'atome de carbone en fait, de la production de fossiles
au stockage, transport, au processing, raffinage, la liquéfaction du gaz, le transport, que ce soit aérien ou terrestre. Donc là, on est sur la consommation ou maritime. Et puis, depuis, Claire pourra vous en parler bien parce que c'est une spécialiste du sujet, mais depuis plus d'un an maintenant, une grande spécialité dans les conséquences de cette production jusqu'à la consommation en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de polluants. Et aujourd'hui, sur des projets qui sont déjà avancés et sur lesquels il y a encore beaucoup de travail, la séquestration du carbone. Donc le Graal, hein, ce sera quand on aura la chaîne complète hein, de la production, de l'utilisation du fossile jusqu'à l'émission de gaz et polluants et leur séquestration sous forme notamment de forêt. Donc voilà, ça c'est le panel de ce qu'on sait faire aujourd'hui. On a une grande spécialité sur les émissions, et notamment de méthane. On en reparlera un petit peu tout à l'heure dans les cas d'usage. Alors, premier cas en termes de production, là en l'occurrence d'oil and gas. Donc ça, c'est la beauté de l'intelligence artificielle en temps réel, grâce pour 50% aux satellites. Donc lors de l'attaque en Arabie Saoudite de la raffinerie d'Apec, grâce à de l'image haute résolution que vous voyez sur la gauche en 1, on a été capable très rapidement de voir les dégâts qui avaient été infligés. Avec l'expertise de ce genre d'infrastructure, il est assez facile d'envisager la rupture d'approvisionnement que ça peut générer. Grâce aux satellites, on est capable également de voir les émissions enfin les signaux des émissions de gaz brûlé. Vous voyez une technologie, j'espère que vous voyez bien l'animation en 3, qui est la reconstruction donc en 3D à partir d'images satellites, donc grâce à la stéréoscopie, là encore une fois en temps réel, donc c'est des grandes quantités de données processées en même temps, qui nous a permis en fait de répondre à la question, est-ce que cette infrastructure va pouvoir redevenir aussi rapidement qu'il était annoncé opérationnel ou pas? Et donc en tasquant des satellites sur cette zone et en combinant ça avec le stockage, avec le tracking des bateaux et avec de l'imagerie thermique pour savoir quelles zones sont en activité, on a été capable d'assez rapidement confirmer qu'effectivement les travaux avaient bien lieu et on les suivait toutes les 3 heures pour être capable de dire oui, c'est bon, ils vont être capables de reproduire du pétrole sur le marché rapidement. Donc ça, c'est un exemple assez frappant de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, là carrément, vraiment en temps réel. Alors un deuxième exemple, c'est la mesure de l'activité industrielle. Là, vous avez l'activité de fracking sur des puits éparpillés aux US. Et là, en fait, c'est grâce au croisement en fait des données mapping de la Terre, d'observation de la Terre et de géolocation de portable, on est capable de voir quelle est l'activité autour de puits et à quel stade de leur avancement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement, donc on est capable de voir si un puits, 2 puits, 3 puits vont être mis en production. Une autre dimension de l'utilisation de cette plateforme et de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus mature et qui aujourd'hui permet de suivre, par exemple ici, donc les inondations, c'est encore une fois en utilisant la reconstruction 3D, plus la cartographie du terrain, on arrive à reconstruire en cas d'inondation une carte des inondations avec un diagramme que vous voyez en bas à droite, enfin une imagerie comme vous voyez en bas à droite, qui permet de voir quelles sont les zones les plus touchées, en rouge bien sûr. Donc ça, c'est la technologie, c'est
c'est du satellite multispectral, radar, de la stéréoscopie, on l'a dit, et de croisement avec des réseaux sociaux, c'est-à-dire de l'analyse textuelle donc sur les réseaux sociaux qui permet de savoir vraiment en temps réel ce qui se passe sur le terrain. Donc, énorme avantage, on n'a pas besoin d'être sur place, bien sûr, et là aussi, on voit quelles infrastructures et quelles populations sont impactées. Côté demande d'énergie, on a pris l'exemple ici de la consommation de kérosène, donc, et on l'a pris sur la période intéressante de janvier 2019 jusqu'à janvier 2021. Et là, on voit très nettement qu'on a la corrélation directe de l'arrêt de l'activité de transport aérien, pratiquement l'arrêt en tout cas, par région du monde en avril 2020. Et donc en fait, ça, ce sont là aussi des données qu'on peut rafraîchir de manière extrêmement fréquente, sans se baser sur du déclaratif, mais simplement en combinant des données qui sont des pings directement des avions qui volent autour du monde. Un sujet qui est très important pour nous parce que on est pionnier dans le domaine et on est aujourd'hui, on est très en avance et on est les seuls à savoir le faire, c'est la détection des fuites de méthane. Donc, je pense que dans l'auditoire, tout le monde connaît l'importance du méthane par rapport au CO2, mais dans les 20 ans qui viennent, l'impact sur le dérèglement climatique du méthane, ce sera 84 fois celui du carbone. Alors même s'il y en a que du CO2, pardon, donc même s'il y en a moins dans l'atmosphère, c'est un sujet auquel, grâce à nos mesures, on peut s'attacher tout de suite, on peut en régler une partie tout de suite. Ce que vous voyez là, c'est la décroissance d'une fuite de méthane. Alors comment ça marche Pardon, excusez-moi. Comment ça marche? En fait, la détection est une chose, la détection par des satellites Sentinelle 5P en l'occurrence, la détection est une chose, puis après il faut mesurer la quantité de méthane émise au-dessus de la Terre. Le faire donc fréquemment, bien sûr, et très difficile, bien sûr, arriver à identifier la source. Et c'est là cette attribution à l'émetteur qui est essentielle et qui est complexe, puisqu'elle nécessite de croiser des données météo, de vent notamment, de croiser des données avec les infrastructures au sol pour savoir quelle est la plus grosse probabilité d'émission de ce nuage de méthane qu'on a détecté dans l'atmosphère assez haut au début. Donc ça donne lieu à une carte mondiale des émissions de méthane. Encore une fois, un ordre de grandeur, je pense qu'il est parlant. Hein, les fuites de méthane que Kairos détecte dans le monde entier, qui sont déjà des fuites assez importantes, hein, si on les résorbe, le jour où on les résorbera, c'est l'équivalent des émissions carbone de l'Allemagne et de la France réunies. Donc on parle de gros enjeux. Avec tout le respect que je dois à la bicyclette électrique, c'est comment dirais-je, une correction qui peut être beaucoup plus importante très rapidement. J'ai pris un autre exemple qui devrait vous parler également. Là, c'est l'illustration de la combinaison donc, de géolocalisation des smartphones, donc d'une très grosse partie de la population, mappée en France donc sur les concentrations d'oxyde d'azote, et donc qui nous permet donc d'avoir le pourcentage de population d'exposition de la population à ces oxydes d'azote. Alors là, on peut affiner, on peut descendre avec des données au sol, comme des données d'Air Paris par exemple, sur la région parisienne, on peut descendre au niveau des indicateurs de la COP21 par exemple. Dernier exemple que je vais prendre, c'est celui du projet que j'ai évoqué au tout début, qui est là une combinaison d'avancées scientifiques, de nombreuses technologies. Concrètement, ça consiste à compter les arbres, ça on savait déjà le faire, mais encore une fois, l'intelligence artificielle nous permet de traiter
de mesurer de manière très régulière, très fréquente, en fait, l'évolution, donc ce nombre d'arbres. Et là, on est beaucoup plus ambitieux que ça, puisque là, on travaille sur la mesure du volume de la canopée grâce aux reconstructions 3D dynamiques que vous voyez en haut à droite. Et carrément descendre au niveau de l'arbre lui-même pour savoir quelles sont les espèces qui constituent donc ces végétations, ces surfaces de végétation, chaque espèce ayant une capacité de séquestration différente. Donc il y a de multiples applications à ce projet, comme vous pouvez l'imaginer, que ce soit dans le cadre de la reforestation, de l'entretien des forêts, de plus tard du bilan carbone, de la compensation effectuée par les grands émetteurs de carbone, etc. Alors, en termes d'infrastructure, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'espère que je ne suis pas trop long, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on utilise un cloud privé pour notre stockage et notre computing en complément de services d'Amazon Web Services. Aujourd'hui, on a plus de 200 000 assets, donc de sites, si vous voulez, de coordonnées GPS définies autour de sites dans notre database. Ça, on ingère tous les jours une grosse quantité, donc 70 000 crops par jour d'images satellites. On ingère dans la plateforme 2 milliards de points GPS par jour. Voilà, donc on est dans de la grande quantité et c'est là la vertu de l'intelligence artificielle, c'est d'éviter qu'il y ait des hommes qui fassent du découpage à la main, du labeling à la main, qui lancent des algorithmes à la main, tout ça est automatisé. Ce qui permet donc de fournir des grandes quantités de résultats. Sur Kairos, rapidement, je vais passer sur notre empreinte géographique. On reste une petite start-up de 140 personnes, on essaie d'être présent partout dans le monde. Je voudrais insister sur l'aspect scientifique qui a été dit dès le début. L'intelligence artificielle, c'est tout sauf artificiel, en fait, concrètement. Dès le début de la création de Kairos, l'ambition, c'était de notre président, donc Antoine Rostand, c'était d'avoir les meilleurs mathématiciens français, des chefs de recherche à Berkeley, Alexandre Dapremont qui est directeur de recherche au CNRS, et bien sûr toute une équipe de très brillants ingénieurs et de docteurs spécialisés en sciences. Je vais m'arrêter là et je vais arrêter de partager mon écran et vous laisser d'éventuelles questions. Hop, je reprends aussi la main. Merci beaucoup Julien pour la présentation. Ah, j'ai l'impression que j'ai un petit écho. Mais merci beaucoup, très intéressant. En effet, on a eu quelques questions sur le chat. Et d'ailleurs, voilà, encore une fois, on précisait, mais n'hésitez pas à bien dire à qui vous souhaitez poser la question pour que nous puissions faire une bonne répartition. Il y avait une première question, enfin plutôt la dernière question en date, là, c'était en termes de stratégie d'hébergement. Est-il plus énergivore de faire en local ou en cloud? Une question qui est pour le ministère, mais aussi pour Kairos. Alors je vous la remets. En termes de stratégie d'hébergement, est-il plus énergivore de faire en local ou en cloud? Est-ce que vous avez un... Moi, je peux répondre pour Kairos. C'est ouais. En termes d'énergie, le cloud, par définition, quand on partage des ressources machines, parce qu'au bout du compte, c'est quand même des serveurs physiques, le cloud, ça n'existe pas, donc il est clair qu'on fait des économies par rapport à les avoir chez soi. Pour nous, le fait d'avoir une partie de nos data qui sont hébergées dans un cloud privé, c'est-à-dire c'est pas chez nous en fait, c'est des spécialistes, mais privé au sens où c'est pas de l'Amazon. On a évidemment un gros enjeu de sécurité, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on est capable de pointer très précisément quel propriétaire de site industriel émet quoi. Il est clair qu'on n'a pas envie du tout que ces données soient dans la nature. C'est pas du tout l'objectif, d'accord. Donc on n'a pas non plus envie qu'on nous pique notre techno. Donc il faut qu'on fasse la balance. En revanche, ce sur quoi on a travaillé pour notre empreinte carbone nous aussi, c'est que on a
énormément réduit, en dépit de la croissance de nos stockages, de traitement de données. On a totalement optimisé notre stockage de data, notamment dans le pré-processing et le processing des images satellites qu'on reçoit. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. J'en serais peut-être incapable si jamais c'est trop technique d'ailleurs, mais on a divisé par 2 en fait notre empreinte ces 18 derniers mois. Si je peux compléter, en fait, Bien sûr. on a regardé, donc nous au ministère, on a regardé justement l'impact du numérique, de la croissance typiquement de l'IA sur la consommation énergétique. Pour l'instant, ce qui est assez remarquable, c'est que du point de vue strictement scientifique, la bonne réponse c'est on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de métrique, on n'a pas de données primaires sur la consommation des fermes de serveurs quand on fait tourner des travaux et tout. Et je pense que je rejoins Julien Camus. Il y a d'abord des besoins de confidentialité, de fiabilité, aussi d'avoir accès à des centres de calcul, parce que en IA, ça devient assez structurant. Jean Zay ou d'autres. Nous, ce qui nous inquiète un peu, et c'est pas juste le ministère de la Transition écologique, c'est la capacité absolument phénoménale de certains apprentissages en deep learning pour consommer des volumes de terawatts hallucinants. Donc, par exemple, l'INRIA nous a raconté que pour entraîner le dernier modèle GPT-3, ça a consommé, juste pour entraîner la première base d'apprentissage, hein, de quoi alimenter une ville de 30 000 habitants pendant 1 an. Je dis ça de tête, c'est l'ordre de grandeur. Et donc, on est plus inquiet sur la consommation énergétique pour créer des bases d'apprentissage au départ, aujourd'hui, parce qu'avec les très grands groupes qu'on connaît, ça croît à une vitesse exponentielle. Et on n'est pas sûr que l'apport disons, l'apport des bénéfices de tels apprentissages soit à la mesure de la consommation énergétique. On est plutôt sur ces sujets-là. Sinon, le cloud, il y a la scalabilité. Enfin, on ne va pas vous faire l'article sur le cloud. Je pense que c'est pas la question numérique de consommation énergétique qui aujourd'hui nous préoccupe le plus. D'accord. Il y avait justement une question, peut-être que si je peux faire un parallèle là-dessus, c'était quel impact environnemental du numérique? Alors pour le coup, cette question est arrivée assez rapidement dans le webinaire. Donc, C'est une inquiétude et on est en train de mettre en place des mesures pour savoir combien un serveur, le cycle complet d'une donnée, ça consomme quoi comme énergie. Pour l'instant, encore une fois, on a des modèles. Celui du Shift est open source, donc c'est toujours mieux d'avoir un modèle open source. Les autres sont carrément des boîtes noires. Et les modèles, c'est très gentil, sauf qu'on n'a pas de la preuve de la qualité de leur fonctionnement. Donc, un peu de prudence quand même sur les grandes envolées sur tout ça. Merci. Il y avait une autre question, alors cette fois plus axée sur Kairos. Je vous la cite. Hein, c'est avez-vous effectué une analyse de cycle de vie de votre chaîne de valeur? Qui est une question donc, voilà, qui est destinée à Kairos. Est-ce que il y a votre micro est coupé, Julien et Claire. Julien, le micro. Ok. Donc, à ma connaissance, pas spécifiquement, mais peut-être nécessiterait de préciser la question, le cycle de vie de la chaîne de valeur. Est-ce que ça commence où, ça finit où? Je suis désolé de rebondir en questionnant, mais je suis pas sûr de comprendre. Alors la question a été posée comme ça, mais peut-être que je vais laisser Diane. Je pense que sinon peut-être, j'imagine que. Oui, vas-y, Claire. En termes de cycle de vie, c'est peut-être pas coller directement à la définition qui existe ou ce qui est entendu derrière cette question, mais en tout cas, je pense comme ce que tu as expliqué, Julien, l'idée c'est de en quelque sorte traquer l'atome de carbone et donc de voir à tout moment de son existence quel est l'état en fait de l'industrie, quel est l'état du système, quel est l'état physique. Donc ça peut être au niveau du stockage. Ça peut être aussi tout ce qu'on est en train de faire au niveau des émissions, au niveau du tracking de CO2 et au niveau
la séquestration de carbone par la biomasse. Donc vraiment à tout niveau, je dirais, savoir voilà, traquer l'atome de carbone et connaître la situation. Après, c'est pas, je dirais pas que ça colle à la définition exacte du cycle de vie. C'est un premier élément. Ok, très bien. Il y avait une autre question sur pour le coup là aussi, je pense que c'est pour vous, Kéros, c'est à quelle finesse d'analyse donc pouvez-vous aujourd'hui travailler compte tenu de vos données? Donc est-ce que ça va être sur une finesse de territoire, de ville, de bâtiment ou les trois? Alors je commence à. C'est une excellente question. Claire va préciser, mais ça dépend de ce qu'on cherche, en fait. Ça dépend du type d'information qu'on recherche. En fonction des différentes sources de données, notamment satellitaires, on va avoir des résolutions qui sont à 70 cm et des temps de revisite qui sont à la journée. Et puis pour d'autres types de mesures, ce sera un petit peu plus long et des résolutions un petit peu plus larges. Ce qu'on fait, nous, chez Kairos, c'est qu'on arrive à combiner des sources différentes pour obtenir des résultats qui sont, on va dire, le meilleur de tous les mondes. Voilà. Donc, Claire, je te laisse compléter plus techniquement. Ben, en fait, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce que j'allais dire, c'est que un petit peu une des beautés de ce qu'on fait, c'est qu'on a le choix. C'est-à-dire que nous, on n'est donc pas opérateur de satellite, par exemple, et donc on peut accéder et utiliser toutes les sources de données satellitaires et autres que l'on veut. Et donc, on va adapter la source de données qu'on utilise à l'application. Et ça, c'est en termes de finesse et de résolution spatiale, de résolution temporelle et de taille du projet. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a envie de monitorer et de suivre une grande région, bah, ça peut tout de suite être très coûteux si on utilise de l'imagerie très haute résolution. Donc, on va peut-être adapter à quelque chose qui est un petit peu plus résolution plus faible, mais qui fera tout à fait l'affaire. C'est toujours trouver cet équilibre entre la précision qu'on cherche, et donc les résolutions spatiales et temporelles notamment, mais aussi spectrales, et le scope du projet, et donc, in fine, un peu son coût. Et ce qui est aussi super, c'est que les résolutions spatiales temporelles ne font qu'augmenter. Donc, on a accès à des choses qui sont de toute la gamme, en fait, on va dire. Et le plus haut résolution qu'on utilise, par exemple, ça va être effectivement autour de 50-65 cm. Et après, on peut aller à plusieurs kilomètres de résolution sur certaines images. Okay. C'est vraiment en fonction du besoin. Merci Claire. Je vois d'autres questions dans le chat. La finesse, par exemple, quand on fait de l'analyse d'impact d'inondation, c'est au niveau du bâtiment. Hein. Et donc la particularité de Kairos, c'est que dans l'écosystème du spatial, c'est l'observation de la Terre d'en haut. Nous, on ne fait pas d'observation de la Terre d'en haut. Nous, on reconstruit chaque asset, chaque site, et c'est l'agrégation de ces sites qui donne, par exemple, donc des bâtiments, éventuellement, on peut descendre à cette maille-là, qui va donner l'impact sur une ville d'une inondation. Donc, on est au niveau le plus fin, et c'est ce niveau le plus fin que l'on agrège suivant les différents spectres d'informations que l'on veut collecter sur chaque site. C'est-à-dire, par exemple, de l'infrarouge, du radar, de l'optique, bien sûr. Et ça, ce sera en fonction de l'application, comme le disait très justement Claire. Donc, autre question sur les polluants et les émissions. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. La réponse est la technologie le permet. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait tout faire partout, en temps réel, dans toutes les villes du monde? Eh bien, non, pas encore, parce que pour faire tout ça, vous imaginez bien qu'il faut avoir non pas 200 000 accès déjà mappés dans notre base de données, mais plusieurs millions pour avoir quelque chose de sérieux sur un niveau régional, par exemple, qu'on y aspire, mais qu'à 140 personnes, on ne peut pas tout faire en même temps. Et on a aussi une vocation commerciale, ce qui fait que nous, quand on fait des POC avec un client, il faut que derrière, ça débouche effectivement sur un contrat. Donc les commandes de l'État sont les bienvenues et les lignes de financement avec les territoires aussi. Donc, parce que, oui, on sait le faire, mais nous, on n'a pas la capacité de tout faire en ce moment tout seul. Ça, c'est sûr.
très bien, très complet. Merci beaucoup. J'avais une autre question côté plutôt cette fois ministère. Je reprends la question qui portait sur notamment les projets qu'on a pu évoquer. La question c'était quelles sont les sélections des projets au niveau national qui seront retenus. Et complément de la question, et ce via des modèles d'évaluation qui ont été introduits pour calculer le système énergétique urbain et démontrer les variantes qui calibrent l'efficacité énergétique locale. Si je reprends la question qui devrait plutôt être destinée à Marc, je pense, c'est quelles sont les sélections des projets au niveau national qui seront retenus? La mécanique générale, il y a deux types. Premièrement, on fait ce qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt. Ça veut dire, on s'apprête à lancer un appel d'offres, un appel à projet sur tel ou tel sujet, et donc on cherche à savoir qui serait en capacité d'avoir une réponse de qualité là-dessus. Donc les entreprises nous envoient des dossiers, et puis on a des experts, soit dans la technique, par exemple l'IA, soit dans le domaine métier, qui évaluent la qualité du projet de façon à ce que lorsqu'on lance un appel à projet, seuls ceux qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt sont contactés. C'est-à-dire qu'il y a en fait un grand filet qui est lancé, sont sélectionnés à la suite de cet appel, deviennent des cibles pour les appels à projets qui suivent ça. Je pense que on envisage cela pour Ville Durable, justement, d'avoir un travail en deux temps. Et puis, il y a aussi l'appel à projet classique, c'est-à-dire on dit, par exemple, on a lancé récemment avec le gouvernement allemand un appel à projet sur IA, entreprise, santé et environnement. Et donc, c'est open, c'est-à-dire qu'on dit, voilà ce que nous voulons faire, il y a 40 millions d'euros, on cherche des projets à peu près à 5 à 10 millions d'euros. Donc, c'est quand même des projets où on veut lancer des choses qui vont faire avancer la technique et les solutions. Et il y a un certain nombre de conditions, donc il faut lire scrupuleusement le règlement pour savoir si vous êtes éligible ou pas. Et puis après, il y a une réponse, et la façon dont on évalue les choses, en gros, c'est premièrement, quand on est sur l'IA, est-ce que la techno est crédible? Malheureusement, j'ai vu sur les JO 2024 qu'il y avait des propositions qui étaient pas tout à fait au niveau de crédibilité qu'on attendait. Donc, faut être crédible, faut pas perdre du temps à faire des offres qui vont être blackboulées. Et puis, il faut que ça soit rentable. C'est-à-dire que si l'État met de l'argent dans une entreprise, encore faut-il que cet argent permette à l'entreprise française de croître et de devenir, si Dieu veut, une licorne. Donc, c'est d'abord, faut avoir une offre de qualité et il faut être capable de la défendre. Donc, d'un côté, c'est beaucoup de papier, je suis pas sûr, mais c'est du temps, clairement. Si vous êtes lauréat, vous avez un budget. Pour les plus gros œuvres, ça peut être une prise de participation de BPI France, qui est une banque. Ça peut être des prêts à taux zéro, ça peut être, enfin, il y a toute une gamme de façons de financer des entreprises dans le cadre de ces appels à projets. Merci Marc. On va finir, je vous propose, par deux questions qui seront à destination cette fois de Kairos. Il y a une question qui est sur les aspects prédictifs du coup de l'IA. C'est-à-dire qu'on comprend que vous savez manipuler d'énormes quantités de données qui proviennent de plein de sources et que vous avez un énorme savoir-faire en termes d'analyse et de visualisation. Mais là-dedans, quels sont exactement les aspects prédictifs de l'IA? Comment est-ce que vous vous amenez à utiliser l'IA là-dedans? Alors Claire, je te laisse répondre. Oui, je vais essayer de répondre assez rapidement.
Donc, dans tout ça, en fait, dans chaque produit qu'on va fournir et qu'on va construire, on met en place des algorithmes. C'est-à-dire que bien sûr, il y a tout ce qui est ingestion et manipulation de la donnée, mais ensuite, effectivement, il faut la faire parler cette donnée et il faut extraire de l'information qui fournit une information, et qui fournit du coup un insight, une information nécessaire sur le marché. Donc, il y a à la fois des techniques de remote sensing qui, en fait, je pense, de nos plus grosses expertises à Kairos, donc vraiment sur la manipulation d'images et sur l'extraction de signal pour ces images-là. Et ensuite, il y a, on utilise, alors, par exemple, on va mettre en place des algorithmes de deep learning et de machine learning sur de la détection d'objets, par exemple, en apprenant sur certains cas. Si je cite des exemples peut-être concrets que, en tout cas, moi, je connais bien, puisque je suis en charge plus particulièrement de la reconstruction 3D chez Kairos. Typiquement, ça va être sur nos modèles 3D, comment on détecte automatiquement des bâtiments, comment on segmente en fait sur ces modèles 3D l'utilisation des sols, donc les bâtiments, la végétation, etc. Ou un autre use case qu'on pourrait avoir, c'est comment on détecte automatiquement des tas de commodités. C'est la même chose avec la détection de méthane, par exemple, avec les différentes sources d'images satellites qu'on utilise. C'est comment, en fait, en scannant toutes les images qui nous arrivent tous les jours ou sur plusieurs jours, on arrive à détecter automatiquement les plumes de méthane. Sans forcément avoir quelqu'un derrière qui traite lui-même à la main toutes les images. Et c'est en ça, en fait, que toutes les approches deep learning, machine learning vont venir aider à l'automatisation de nos produits, in fine. Si je peux apporter un autre élément de réponse sur le prédictif, pour qu'on puisse faire du prédictif, et ça marche assez bien, et ça marche même parfois très bien, encore faut-il que l'événement lui-même se répète. Donc le prédictif, ça marche très très bien sur tout ce qui est suivi de l'usure d'une machine. Ça marche assez bien sur un certain nombre de phénomènes de type embouteillage. Google au moment du premier confinement, avait tout son algorithme de prévision d'embouteillage qui a été complètement mis en dessous vu que plus personne ne roulait. Et en quelques semaines, ils ont réussi à baser leur prévision d'embouteillage par rapport au nouveau système, de trafic automobile. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et ce que nous, on veut faire en prédictif, c'est typiquement pollution. On est en train de monter une cohorte de ménages pour mesurer la consommation réelle, pour être capable d'évaluer, alors là, on est en exploratoire, d'évaluer la consommation réelle des ménages en cas de crise de type canicule ou grand froid, de façon à ce qu'on puisse protéger le réseau de transport d'énergie. Donc ça veut dire que d'ici 3-5 ans, on espère pouvoir être en mesure de prédire la réaction des ménages à une crise, mais aussi la réaction des ménages à des messages gouvernementaux, vous savez, du type n'allumez pas les lumières parce qu'il y a trop de consommation d'énergie. Donc là, on veut être beaucoup plus fin dans la capacité de cibler, par exemple, les fours ou les machines, les sèche-linges plutôt que les ampoules, etc. Donc, ça marche plutôt très bien, le prédictif. On est encore, pour ce que j'en sais, en transition écologique, assez au début de ces prévisions-là. Et on pense qu'il y a un certain nombre de choses qui restent à mettre en œuvre, et passer de la POC ou de la bonne idée jusqu'à la prod au déploiement. Merci Marc. Chez Kairos, ça se traduit par le stockage et l'analyse de time series pour effectivement voir quelle est la reproductivité, la cyclicité, l'évolution à travers des... Alors, il y a 20 ans d'images satellites en stock, donc il y a des choses qu'on peut simuler sur les satellites. Il y a aussi des capteurs au sol qui ont des historiques beaucoup plus longs. Donc
même sur les catastrophes naturelles les plus violentes, on voit bien avec l'augmentation de leur fréquence et de leur amplitude, on arrive à reconstruire et donc à prédire, à prédire de mieux en mieux. Il y avait une dernière petite question, toujours pour Kéros. Et là, on voit bien qu'il y a un vrai lien avec, bien sûr, IA et data, qui était sur l'obtention des données. Hop, je la retrouve. Tac, tac, tac. Je l'ai Elle est vue, ici. celle-là. Quelles sont les... Alors, plutôt des précisions. Claire parce que vous avez... complétera, mais... Est-ce que je peux avoir la question? Je ne la vois pas. Juste, Oui, pardon. je vous la pose, je la repose. C'est comment sont obtenues les données nécessaires à la plateforme donc Keros, partenariat, contrat, open source, etc. Alors, on accède à des données publiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de données confidentielles défense, ce genre de choses. Hein. On respecte scrupuleusement les données personnelles. Donc, on accède à des données publiques, qu'elles soient payantes ou gratuites. Donc, en fait, il y a tout un panel de data. Claire va pouvoir rentrer dans le détail si vous le souhaitez, mais que ce soit du texte, que ce soit de signal satellite, que ça vienne par exemple du CNES ou de l'Agence spatiale européenne, que de sociétés privées comme Planète ou IGEOS. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites. Donc il y a un peu de tout, pour être très franc. Voilà. Claire, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est ça. On utilise un petit peu de tout. Encore une fois, ça dépend de l'application et ça dépend du coût et ce qui est disponible en open source déjà, comme la constellation Copernicus qui est largement utilisée chez nous avec différents types de capteurs qui équipent les satellites. Et puis après, on va vers des choses plus payantes pour certains produits qui nécessitent quand on veut de la plus haute résolution, par exemple. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, pour ça, c'est pour toujours les participants. Alors, si vous avez encore des... Ouais, pardon, vas-y, Audrey. Alors, on a juste une dernière question qui a été reformulée, qui était adressée à Marc, me semble-t-il. Donc, quelqu'un qui souhaiterait avoir une réponse sur les orientations de la France en fonction de son paragraphe, il faudrait juste que je le reprenne, et ce via les orientations de ITU, et quels sont les modèles d'évaluation ont été introduits pour calculer le système énergétique. Marc, ça te parlera peut-être un petit peu plus. Comment? Je ne sais pas ce que c'est ITU. Pas une très bonne connexion. Et le système énergétique, on en a, ça évoque plein de sujets possibles. Donc, mais on pourra répondre après le webinaire. Hein, c'est ce que j'allais aussi proposer sur la suite du. Sur la suite du webinaire. Alors tout d'abord, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir regardé ce webinaire. Merci à vous, merci beaucoup aux intervenants pour votre disponibilité. C'était très chouette de vous avoir pour ce premier webinaire sur l'IA. Sur la suite de ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est de nous envoyer vos questions, ou si vous souhaitez rencontrer ou prendre contact avec les intervenants, on vous propose nous de nous envoyer directement un mail à greentechinnovation@developpementdurable.gouv.fr. Comme ça, on va faire un petit peu l'intermédiaire. On pourra vous redonner les contacts des intervenants si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la présentation. Pareil, nous on va aussi vous faire on va republier le webinaire sur notre chaîne YouTube. Comme ça, vous avez aussi ces éléments-là. Et puis voilà, on est toujours disponible pour répondre à vos questions, que ce soit sur ce webinaire, mais aussi il y a eu des questions j'en ai vu passer sur notre AMI GreenTech, donc n'hésitez pas, on est toujours présent. Et puis pareil sur nos réseaux, n'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, voilà, merci beaucoup, merci à tous, merci aux intervenants. Et puis notre prochain webinaire sera le 11 mai. Donc n'hésitez pas toujours à y participer. Merci à tous. Merci Antoine. Merci beaucoup.